Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et nos chers amis, l'ambassadeur Chas Freeman et le colonel Larry Wilkerson sont avec nous. Bon retour parmi nous. Heureux d'être avec toi, Nima. Content d'être ici avec toi. Que tu dis, Larry? Depuis le Brésil ensoleillé. Oui, exactement. Ici, dans une région de la Floride. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, avec vous et avec ce qui s'est passé avec le pétrolier au large des côtes vénézuéliennes. Quand on regarde toute la situation autour de la saisie de ce pétrolier, cela peut rappeler ces anciennes politiques. Exerçons une pression sur ces pays. Mais en ce moment, avec l'administration Trump et ce qu'elle fait, Donald Trump parlait de garder le pétrole. Non seulement de saisir le pétrolier, mais aussi de conserver le pétrole. Et voici ce que Caroline Leavitt a dit à propos de la situation du pétrolier. Caroline Leavitt said about the situation with the tanker. Il a été saisi, comme vous le savez, et le ministère de la Justice l'a fait en collaboration avec les gardes-côtes et le département de la Défense. Le navire est actuellement soumis à une procédure de confiscation. Les États-Unis disposent d'une équipe d'enquête complète sur place, à bord du navire, et les personnes à bord sont interrogées. Tout élément de preuve pertinent est saisi. En ce qui concerne le pétrole, c'est une question différente. Comme vous le savez, Peter, le navire se rendra dans un port américain et les États-Unis ont bien l'intention de saisir le pétrole. Cependant, il existe une procédure légale pour cette saisie et cette procédure respectée. Oui, monsieur l'ambassadeur? Eh bien, la procédure légale ici relève d'un acte de piraterie suivi d'un vol. La justification avancée est que ce navire aurait, à un moment donné, transporté du pétrole iranien en violation des sanctions unilatérales américaines, lesquelles n'ont aucune validité en droit international puisqu'elles n'ont pas été approuvées par le Conseil de sécurité. L'administration a désormais désigné 6 autres navires transportant du pétrole pour le Venezuela avec le mécanisme. Nomad américain Brace After Trigaspi, Lethique. Vous venez d'entendre une affirmation typique de Caroline Leavitt, selon laquelle tout cela est légal, tandis que les médias américains se concentrent sur les effets pratiques de l'agression américaine envers le Venezuela. Cela a détourné l'attention des meurtres sur le bateau, pas nécessairement du meurtre des survivants lors de la première attaque. Ces 2 hommes qui se sont accrochés aux débris de leur navire pendant 45 minutes et qui ont été, d'une manière ou d'une autre, considérés comme une menace mortelle pour la marine américaine. C'est donc une perversion du droit et un exemple de ce que fait l'administration Trump sur la scène internationale en matière de déstabilisation de l'ordre mondial que nous, Américains, avons parrainé et contribué à établir après la Seconde Guerre mondiale. Oui, Carl, en regardant la situation au Venezuela, je veux avoir une vue d'ensemble de l'Amérique latine. L'administration Trump ne cesse de dire qu'elle veut se concentrer sur l'hémisphère occidental. Est-ce vraiment la manière d'y parvenir ou de rallier les pays d'Amérique latine? Je ne pense pas. Si vous parlez de charme, je ne pense vraiment pas. C'est insensé à bien des égards. Nous revenons à la période qui a suivi immédiatement la naissance de notre nation, lorsque George Washington était extrêmement frustré par le fait que les marines françaises et britanniques sillonnaient les mers et disposaient de règles et de lois leur permettant de piller les navires d'autrui. Nous avons réagi du mieux que nous pouvions, mais notre marine n'était pas aussi puissante. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Nous jetons le droit international, comme l'ambassadeur vient de le suggérer, à la poubelle et nous revenons à faire tout ce que nous voulons sur les mers.
Et nous sommes le parti dirigeant dans cette affaire. Maintenant, permettez-moi de rappeler rapidement à tout le monde qu'en 2024, Vladimir Poutine a rendu la doctrine Monroe caduque pour toute fin pratique lorsqu'il a envoyé l'amiral Gorchkov à la Havane, en Inde, accompagné d'un sous-marin à propulsion nucléaire. C'était un geste de défi. Vous l'avez fait avec moi en ce qui concerne l'Ukraine. Voyez comment vous aimez votre propre remède. Je soupçonne qu'il a fait pas mal de choses en ce qui concerne le Venezuela. Mes sources me le confirment d'ailleurs. Et je pense que nous allons en voir beaucoup d'autres. C'est donc une invitation adressée à d'autres pays du monde à nous rendre l'appareil pour ce que nous infligeons à ceux qui traitent avec eux ou avec leurs alliés. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans la Baltique. Ils, c'est-à-dire des MINUS comme l'Estonie, la Lituanie et d'autres pays de l'OTAN, contre la flotte secrète russe. Les Russes ont envoyé des chasseurs au-dessus de ces navires et ont dit « Allons, on n'a rien vu de tel depuis, sauf en termes de paroles déversées par ces petits MINUS. » Mais en même temps, c'est un précédent dangereux, car chaque fois qu'on fait intervenir une puissance comme la Russie, la Chine ou les États-Unis dans ce genre d'affaires, on risque un conflit plus large. Et je voudrais simplement ajouter que je pense que l'ambassadeur a tout à fait raison. Nous sommes en train de transformer le droit international en un facteur inexistant. Et cela va de la piraterie en haute mer à ces meurtres sur lesquels il a également raison. Nous faisons ces choses pour détourner l'attention d'actions encore plus scandaleuses que ce que nous venons de faire, comme le double tir ou quoi que ce soit sur le dernier bateau. Ce que nous faisons est impardonnable. Je me demande qui dirige ce pays. Et je me demande, en regardant Donald Trump, interview après interview, se ridiculiser complètement, incapable même de se souvenir du 3 au 8 décembre de ce qu'il a dit, s'il est toujours pleinement maître de ses facultés, tout comme je me le demandais pour Joe Biden vers la fin de son mandat. Nous sommes donc confrontés à un vrai désordre. Je pense, si vous me permettez, que j'aimerais commenter les effets pratiques de la doctrine Monroe version 2 avec la corollaire Trump, qui dit essentiellement que tout le monde dans l'hémisphère doit se soumettre à la souveraineté américaine et que nous ne respecterons la souveraineté de personne d'autre. Cela est censé, d'une manière ou d'une autre, convaincre les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes qu'ils devraient éviter les relations avec la Chine. Mais l'effet net sera de les pousser à s'armer contre nous, tout comme Larry a, en substance, suggéré que les Russes le font avec les défenses aériennes au Venezuela, ainsi qu'avec d'autres équipements, je suppose. C'est donc totalement contre-productif pour les intérêts nationaux américains, en plus d'être un abus de pouvoir flagrant qui va aliéner tout le monde dans l'hémisphère à notre égard. Et bien sûr, nous ne nous contentons pas de traiter l'Amérique latine avec mépris, nous traitons aussi le Canada avec mépris. Nous avions autrefois un hémisphère où, même si tout le monde ne nous aimait pas, au moins on nous respectait. Ce n'est plus le cas. Ils s'opposent totalement à ce que nous faisons. La seule exception est Milei en Argentine, votre voisin du Sud, qui est un cas à part, je suppose. Mais c'est contre-productif à un niveau colossal. La dernière chose que je dirais, c'est que se tourner vers l'hémisphère occidental a une certaine logique. C'est évidemment impulsé par Marco Rubio. Cela a, dans une certaine mesure, éclipsé l'attention d'Elbridge Colby sur la Chine. Nous essayons maintenant de normaliser nos relations avec la Russie par-dessus la tête des Européens, qui, à mon avis, le méritent. Mais c'est un autre sujet. Et nous essayons de réduire notre confrontation avec la Chine à des dimensions purement économiques et technologiques, où franchement, nous sommes en train de perdre. Je pense donc qu'il s'agit d'un repli sur le monde qui pourrait avoir du sens s'il était mené intelligemment, mais il est exécuté de manière sauvage et brutale,
et cela finira par se retourner contre nous. Eh bien, Nima, si je peux simplement ajouter une chose à cela, en ce qui concerne ce que l'ambassadeur vient de dire. Si vous avez vu, je crois que c'était il y a 2 jours. Le dirigeant désormais vieillissant du Canada a annoncé une nouvelle politique économique qui, en substance, détache l'économie canadienne de celle des États-Unis. C'est essentiellement ce qu'il a dit. Et il se tourne vers la Chine. Oui. Alors, que faisons-nous? Je pense, Larry, que tu as mentionné ton doute quant au fait que le président soit pleinement maître de ses facultés. Je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. La détérioration de son apparence et de ses performances. Il souffre de démence. Il ne peut pas terminer une phrase. Il ne peut pas maintenir une idée sur tout un paragraphe. Il a un vocabulaire coloré d'environ le niveau d'un élève de 4e. Mais c'est tout. Et c'est un homme qui, selon moi, a de fortes chances de ne pas terminer son second mandat. Et nous faisons face à la perspective de J.D. Vance comme président, ce qui n'enthousiasmera pas les Européens du moins. Et il y a aussi des questions concernant les attitudes du vice-président Vance envers divers pays du Moyen-Orient. Nous entrons donc, en tant que nation, dans un territoire de plus en plus inexploré. Oui, voici la vidéo dont je pense que vous parliez tous les deux à propos de Donald Trump et de son état d'esprit. Vous avez publié la vidéo de la première frappe de bateau le 2 septembre, mais pas celle de la deuxième. Allez-vous publier cette vidéo afin que le peuple américain puisse voir par lui-même ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais quoi qu'ils aient, nous le publierions certainement. Aucun problème. Vous avez dit que vous n'auriez aucun problème à publier l'intégralité de la vidéo de cette frappe du 2 septembre au large des côtes du Venezuela. Le secrétaire X dit maintenant: J'ai pas dit ça. C'est toi qui l'a dit. J'ai pas dit ça. C'est de la fausse information d'ABC News. Peut-être 6 ans. C'est une démence à la Trump. Exactement. Et je ne fonde pas mon affirmation sur la santé de notre président, simplement en observant sa performance de la manière que tu viens d'illustrer, Nima, mais sur une analyse très détaillée de John Gardner, un psychologue qui estime que Trump sera en réalité incapable de terminer ce mandat, et qui fournit une analyse approfondie et des preuves de la présence de narcissisme malin, de paranoïa, ainsi que de démence sous une forme en progression rapide. Et comme je l'ai mentionné, je pense vivre dans un entrepôt Kaiser, et j'observe la démence à mesure qu'elle se développe. C'est assez indéniable chez notre président en ce moment. Oui, Nima, je ne m'inquiète pas tant que ça. Même si je prends à cœur les remarques de l'ambassadeur sur le fait que J.D. Vance puisse devenir président. Mais je m'inquiète de ce que j'ai vu avec Biden. Ce que Lincoln et Sullivan ont fait, c'est maintenir le pouvoir, tout en sachant que leur président devenait de plus en plus sénile et montrait des symptômes proches de la démence. Ils ont en grande partie orchestré la politique américaine, bien qu'il n'ait pas été élu pendant au moins la dernière année. Si Donald Trump entre dans ce genre d'état, ce groupe, de Miller à Hegseth en passant par Rubio, deviendra complètement fou avec les politiques qu'ils pourront influencer, et personne ne les arrêtera. Je dirais qu'ils le font déjà, Larry. Vous voyez le président porter des accusations contre des personnes qui défendent l'armée, le code de conduite et le principe juridique international que nous avons établi pendant la Seconde Guerre mondiale, selon lequel les ordres illégaux ne doivent pas être suivis. Vous le voyez les accuser de trahison et de sédition. La même chose se produit lorsqu'il est critiqué par le New York Times. Il accuse le New York Times de sédition et de trahison. C'est un homme qui a perdu le contrôle du jugement qu'il avait à l'origine.
Et je remarque que l'un des défauts de la Constitution américaine, que nous avons tenté de corriger par un amendement permettant de destituer le président pour incompétence, est que nous n'y sommes pas parvenus. On remonte à Woodrow Wilson, dont l'épouse a pratiquement dirigé le gouvernement après qu'il a eu une attaque qu'il n'a pas révélée au public pendant longtemps. Nous avons eu Franklin Roosevelt, dans ses derniers jours, incapable d'assumer ses fonctions et pourtant toujours au pouvoir. Et Joe Biden est le dernier exemple en date de quelqu'un qui, quels que soient les atouts qu'il avait au début de son mandat, les avait perdus à la fin. C'est donc un problème qu'il faut résoudre sur le plan constitutionnel, si jamais nous prêtons à nouveau attention à la Constitution. Bon point, bon point. Colonel, en ce qui concerne l'administration Trump, corrigez-moi si je me trompe, mais je ne vois pas Rubio être, vous savez, à la fois Anthony Blinken et Jake Sullivan en même temps. Il semble que Stephen Miller soit d'une certaine manière très influent dans cette administration, et personne n'en parle. Qui est Stephen Miller, et assume-t-il d'une façon ou d'une autre les responsabilités ou les fonctions de conseiller à la sécurité nationale du président? Je pense que vous avez mis le doigt sur un point important. D'un point de vue très académique, cela ne change peut-être pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai enseigné pendant 16 ans. Je me suis appuyé sur des recherches, des sources primaires et du matériel d'après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, ainsi que sur ma propre expérience. J'ai eu quelques entretiens avec le Dr Kissinger, dont un, en quelque sorte involontaire, lorsqu'il est venu parler à mes élèves dans le district de Columbia. Les enfants l'ont tellement impressionné qu'il est resté longtemps pour discuter ensuite. Et je dirais que ce qu'il m'a dit à l'époque, au sujet du fait d'occuper les deux postes, c'est que c'était vraiment pénible et qu'il devait décider lequel il voulait garder. Surtout lorsqu'un jour un homme s'est approché de lui et lui a demandé « Quelle signature voulez-vous sur ce document ?» C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience des conflits qui existaient. Je pense que ce que je vois avec Marco Rubio, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de conseiller à la sécurité nationale. Il n'y en a pas. Je pense que d'autres remplissent ce rôle. Peut-être Miller de temps en temps, peut-être même d'autres personnes que nous ne voyons pas. Peut-être un membre senior de l'équipe ou quelque chose comme ça. Mais Rubio ne le fait pas. Cela signifie donc que personne ne le fait vraiment, du moins personne d'important. Il n'y a aucune coordination du Conseil de sécurité nationale avec les groupes de travail interministériels qui alimentent le comité des adjoints, qui alimentent le comité des principaux, qui alimentent le président dans le cadre du NSC prévu par la loi. Il n'y a aucun processus. Tout cela repose sur des gens qui manœuvrent dans l'ombre, si l'on peut dire, auprès du président, lequel, comme l'a souligné l'ambassadeur, et je suis entièrement d'accord, devient de plus en plus dément. On se demande donc comment les décisions sont réellement prises, et plus encore, comment elles sont exécutées dans cette administration, en dehors de l'armée. Car si l'on étudie la période d'après la Seconde Guerre mondiale en particulier, on constate une militarisation croissante du processus décisionnel et une influence abondante de l'armée à ce sujet. Cela inclut désormais le président des chefs d'état-major interarmés, qui est plus ou moins un membre de pure forme, non statutaire, mais de pure forme, du Conseil de sécurité nationale, et qui participe certainement de temps à autre aux réunions des principaux responsables sur des questions clés concernant l'armée, c'est-à-dire à peu près tout aujourd'hui. Nous avons militarisé tout ce qui existe dans le monde. Hegseth exerce donc une influence démesurée à cet égard, tout comme le président des chefs d'état-major. C'est inquiétant. Et il n'existe aucun processus décisionnel, du moins au casting.
C'est tout à fait exact, et cela explique en grande partie le comportement très erratique, imprévisible et contre-productif que vous adoptez sur la scène internationale. Sous l'administration Eisenhower, Andy Goodpaster constituait à lui seul le personnel du Conseil de sécurité nationale. Il était le seul. Kennedy voulait être plus impliqué, alors il a fait venir 6 personnes, Walt Rostow, McGeorge Bundy et d'autres. Et ils ont essentiellement confisqué le processus de décision à la bureaucratie permanente, ce qui nous a conduit au Vietnam. Au fil des années, le personnel du Conseil de sécurité nationale n'a cessé de s'agrandir. Sous Biden, il comptait environ 600 personnes. Bien sûr, 600 personnes, c'est une petite armée. On ne peut pas vraiment coordonner cela efficacement. Ainsi, la fonction de coordination a essentiellement énormément souffert, surtout compte tenu du manque d'inclination diplomatique de notre secrétaire d'État, Tony Blinken, à cette époque. Nous ne voulions parler à personne de quoi que ce soit de sérieux. Maintenant, cependant, il n'y a plus de personnel du Conseil de sécurité nationale à proprement parler, et Larry a tout à fait raison. Il n'y a aucun processus d'élaboration de politique. Les politiques ne sont pas développées en s'appuyant sur l'expertise existante au sein du gouvernement fédéral, dans la mesure où celle-ci n'a pas été démantelée, ce qui est le cas certainement au département d'État. Et nous abordons tout comme une question militaire. Il a tout à fait raison. Pete Hegseth, je ne pense pas que quiconque, si l'on se souvient d'Abraham Lincoln, lorsqu'on lui avait dit qu'Ulysses S. Grant était un ivrogne et qu'il avait demandé quelle marque de whisky il buvait parce qu'il voulait en avoir. Je ne pense pas que quiconque poserait cette question à propos de Hegseth. Le manager plaint, et c'est une saleté. Oui. Vous savez, monsieur l'ambassadeur et colonel, la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis sous l'administration Trump a été publiée. Dans ce document, la politique concernant l'Ukraine semble avoir quelque peu changé. Quelle est votre compréhension de cela? Permettez-moi de commencer avec vous, monsieur l'ambassadeur. Quelle est votre compréhension de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas une stratégie. C'est un ensemble de déclarations contradictoires et d'éloges pieux pour les remarquables réalisations du président en matière de maintien de la paix. Et en ce qui concerne l'Ukraine, la politique reste confuse. En théorie, nous essayons de produire une paix. En réalité, nous semblons nous concentrer uniquement sur un cessez-le-feu. J'ai remarqué que la dernière fois, après 5 heures passées avec Stephen Witkoff et Jared Kushner, Vladimir Poutine a, en substance, déclaré « J'apprécie ces conversations. Elles sont très utiles. » De toute évidence, ils lui ont donné une ligne directe avec Donald Trump. Mais il a ensuite ajouté « Bien sûr, ce problème ne sera résolu que par Sergei Lavrov et les diplomates professionnels. » Ce qui constitue une observation assez profonde sur l'état de la diplomatie américaine à l'heure actuelle. Il n'y a aucune paix que notre président prétend avoir obtenue qui soit, en réalité, une paix. L'Inde et le Pakistan ne sont pas en paix, autant que je puisse en juger. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, vous savez, étendent leur guerre au lieu de la réduire. La Thaïlande et le Cambodge ont recommencé à se bombarder mutuellement. Et je ne remarque pas beaucoup de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas de paix en Asie de l'Ouest, ni entre Israël et les Palestiniens, ni entre Israël et le Liban, Israël et la Syrie, Israël et le Yémen, ou Israël et l'Iran. Où est la paix? Il n'y a pas de paix en Ukraine. Et je pense que l'autre chose que Vladimir Poutine a dite, et qui mérite d'être notée, c'est que s'il n'y a pas de processus de négociation, pas de processus diplomatique, susceptible de produire une résolution des différends qui ont conduit à cette guerre en Ukraine, et ça ordra pour seulement par force.
Nous allons simplement gérer cela par la force. Nous gagnerons sur le champ de bataille. Et tout cela, eh bien, je veux dire, nous savons tous par expérience qu'on ne peut pas regagner à la table des négociations ce qu'on a perdu sur le champ de bataille. Nous avons perdu la guerre en Ukraine et nous sommes tous dans le déni. Nous ne voulons pas l'admettre et nous laissons l'Ukraine être détruite en poursuivant cette guerre. Il existe bien sûr des différences importantes entre les Russes et les Ukrainiens, notamment sur les questions territoriales. Volodymyr Zelensky affirme désormais qu'il n'y aura aucune concession territoriale, ce qui est totalement irréaliste, puisqu'il a déjà perdu 20% du territoire ukrainien, et il ne le récupérera pas. Alors, que dit la stratégie de sécurité nationale à propos de l'Ukraine? Toujours la même chose. Carl, laisse-moi t'ennuyer un instant avec un peu d'histoire. Remontons à environ 10 mois avant le 11 septembre, au début de l'année 2001. Condi Rice, alors conseillère à la sécurité nationale, appelle Richard Haass, mon patron à l'époque, chef du Policy Planning Staff au département d'État, et lui dit « Rédigez la nouvelle stratégie de sécurité nationale pour le président. Faites vite. » Il me convoque donc, ainsi que plusieurs autres personnes, et nous nous mettons au travail avec ardeur. Nous envoyons un document qui a été validé au département d'État, du moins par le secrétaire adjoint. Je ne me souviens pas que la secrétaire elle-même l'ait vu, mais le secrétaire adjoint, Rich Armitage, s'occupait beaucoup de ce genre de choses en matière de planification politique. Et Condi nous fait rapidement savoir que c'est insatisfaisant. Eh bien, il n'y a pas eu d'autres commentaires après cela, si ce n'est qu'elle allait demander à son équipe de s'en charger. D'accord. Plus tard, Richard Haass, qui parlait avec Condi presque tous les jours, ils se connaissaient depuis longtemps, nous dit lors d'une réunion matinale que Condi n'était pas satisfaite non plus du travail de son équipe, alors elle l'a externalisé. C'est ainsi que la stratégie de sécurité nationale de 2002, un document que Colin Powell disait ne pas valoir plus qu'un crachat, pour reprendre les mots d'un autre monsieur, a vu le jour. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous dire avec une grande assurance que les personnes qui ont rédigé cette stratégie de sécurité nationale travaillent au Heritage. Elles ont été orchestrées par certains personnages de l'administration. Et voici, selon moi, ce que cette stratégie essaie réellement de dire, bien qu'elle soit, à bien des égards, assez incohérente. Cela dit quelque chose comme « Nous rentrons à la maison et nous allons faire cela pour des raisons politiques internes. Nous allons convaincre le peuple américain que nous nous replions. Bla bla bla. » Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est préparer notre poudre pour affronter la Chine. Et vous remarquerez qu'en périphérie, nous resterons en mer de Chine méridionale. Nous resterons aux côtés de nos alliés dans cette région et nous serons très fermes, particulièrement en mer de Chine méridionale. L'autre jour, j'ai vu que c'est la mer la plus fréquentée du monde. Il y a plus de navires commerciaux qui la traversent que n'importe quelle autre étendue d'eau comparable, voire incomparable. C'est tout simplement immense en termes de commerce, et c'est principalement la Chine. Environ les 2/3 du trafic sont chinois. Tu te demandes comment la situation va évoluer maintenant si toutes ces lignes ferroviaires entrent en service, car cela réduirait considérablement les coûts d'expédition de la Chine depuis ses ports du Pacifique. Donc, si cette affaire en Europe se résout d'une manière ou d'une autre, qui permette au chemin de fer de fonctionner, et à celui qui longe le golfe Persique et d'autres régions, cela change la donne. Mais malgré tout, cette stratégie dit « Oh, nous allons affronter la Chine. Nous savons que nous allons affronter la Chine, et nous allons, tu sais, ménager nos ressources. Oh, et nous allons nous retirer de l'hémisphère occidental. » Tu sais, Nima, en Amérique du Sud, je crois que chaque pays d'Amérique du Sud commerce davantage avec la Chine qu'avec n'importe quel autre pays au monde, y compris les États-Unis. Donc je veux dire,
Nous allons les en chasser? C'est ce que dit cette stratégie. C'est absurde, à mon avis. C'est absurde. Oui, et tu sais, tu as mentionné Henry Kissinger. Je devrais admettre qu'à une époque, je me rendais au département d'État à moto. J'ai failli le percuter un jour dans le parking souterrain. L'histoire aurait été différente si je n'avais pas freiné. Bref, il avait une approche différente. Je ne sais pas si tu te souviens, Larry, de l'histoire de Winston Lord, lorsqu'il était à la tête de la planification politique et qu'on lui avait demandé de rédiger un document stratégique important. Il l'a remis à Henry Kissinger et n'a eu aucune nouvelle pendant une semaine. Alors il est retourné le voir et lui a demandé « Tu sais, qu'est-ce qu'il en est? Qu'en penses-tu » Et Henry a dit « C'est le meilleur que tu puisses faire. » Winston, un peu vexé, a repris le document, l'a réécrit et l'a soumis de nouveau. Et Henry Kissinger spédait « C'est le meilleur que tu puisses faire. » Et Winston a répondu « Oui. » Et Henry a dit « Maintenant je vais le lire. » Il ne l'avait pas encore lu. Remember, Nimalink Steptas. Allez-y. Powell invite Kissinger à venir m'aider dans le district, comme je le disais, avec l'école où j'étais. Et Henry accepte. Il vient dans le district pour parler à des enfants de 12, 13 et 14 ans dans la bibliothèque. Le principal était tout excité et il y avait environ 400 personnes dans cette bibliothèque. Des enseignants, des directeurs d'école des environs, tout le monde. Bref, Henry commence à parler avec sa voix grave, un peu en sourdine, mais toujours claire. Et l'un de mes élèves de 13 ans, je me souviens de son nom, Tyrone, bondit sur ses pieds, la main levée en l'air. Kissinger le regarde et dit « Tu as une question ?» Et Tyrone répond « Ouais, dis-nous comment c'était. Allons droit au but. Qu'est-ce que ça faisait de travailler pour Tricky Dick ?» Kissinger n'a pas hésité une seconde. Il a donné une excellente réponse et les enfants ont été captivés après ça. Oui, Monsieur l'ambassadeur, nous savons que pendant l'administration Biden, l'un des points importants, ou peut-être le plus audacieux, de la stratégie de sécurité nationale était cette confrontation entre les démocraties et les autocraties. Quand on regarde le nouveau document, c'est essentiellement la même chose, mais avec des mots différents. Parce que l'ennemi, encore une fois, c'est la Chine. Le principal ennemi reste la Chine. Ils n'ont pas changé de ton. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, Nima. Je pense qu'il s'agit en réalité d'un document qui met fortement l'accent sur les intérêts commerciaux. Tout tourne autour de l'argent. Et maintenant, qui est l'ennemi principal? L'administration Trump nous dit que ce sont les gens du pays. Ce sont les démocrates. Tu sais, c'est une attaque partisane, polarisante et idéologique contre beaucoup de choses qui, à mon avis, je ne suis pas démocrate, ont fait la grandeur de l'Amérique. Il y a une attaque contre la liberté d'expression, contre la liberté académique, contre le partenariat entre le gouvernement et les universités de recherche, contre la science, contre l'empirisme. Nous sommes à l'ère de l'analyse fondée sur la foi. Il n'y a plus d'examen empirique des faits. Les faits alternatifs sont acceptables, nous dit-on, mais pas les faits eux-mêmes. Et donc je pense que l'élan idéologique s'est inversé et qu'il est désormais interne, non externe. L'une des choses que j'apprécie en réalité dans la soi-disant stratégie, qui n'est même pas vraiment un ensemble de tactiques, c'est qu'apparemment nous avons décidé que pour l'essentiel, sauf en Europe, où nous allons intervenir directement dans la politique intérieure pour renforcer des mouvements de droite comme l'Alternative für Deutschland, nous sortons du commerce de l'exportation idéologique. Vous savez, nous n'allons pas promouvoir la démocratie, nous allons traiter avec les criminels tels qu'ils sont, sans chercher à les réformer. Parce que nous voulons gagner de l'argent
et nous voulons être puissants, et nous voulons dominer le monde. Et tout cela rappelle fortement ce qu'Hannah Arendt a écrit à propos des sources de l'autoritarisme, qui disait en substance que si un groupe puissant, dans ce cas les Américains d'origine européenne, a le sentiment d'avoir perdu son pouvoir, d'avoir été marginalisé, il se tournera vers un homme fort qui lui expliquera que la raison de cette perte de pouvoir et d'influence, c'est que ses ennemis l'ont trahi, lui ont fait du tort. Et dans ce cas, les ennemis sont les immigrés. Vous savez, le changement de la composition de la société américaine, plus aucune diversité, de quelque nature que ce soit, n'est la bienvenue. Donc, nous nous replions sur nous-mêmes sur le plan idéologique, et vous savez, nous sommes tout à fait disposés à traiter avec Mohamed Ben Salman, Mohamed Ben Zayed, Erdogan, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Viktor Orban, qui que vous vouliez. Nous n'avons plus aucun critère concernant la démocratie ou l'autocratie, ce qui de toute façon a toujours été absurde, puisque ces étiquettes étaient appliquées sans vraiment tenir compte des faits. Donc je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que nous avons désormais une politique étrangère mercantiliste. Profitons-en. Et je ne pense pas que cela fonctionnera non plus, car on revient à ces théories insensées, comme les droits de douane censés réindustrialiser les États-Unis, ce qui ne se produit pas et ne se produira pas. Vous savez, la CIA va devoir changer de modèle elle aussi, car depuis près de 20 ans, son modèle consiste à instrumentaliser la démocratie libérale par le biais d'insurgés, d'ONG et d'autres acteurs. J'accueillerais favorablement un éloignement de ce type de position anti-progressiste dont Biden était en quelque sorte l'incarnation. Nous l'avons fait avec habileté dans les années 1950. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Larry. Il y avait un magazine parrainé par la CIA appelé Encounter, et c'était brillant. L'agence d'information des États-Unis, pour laquelle j'ai travaillé brièvement à 2 reprises, avait quelque chose appelé Problems of Communism, qui était une véritable arme idéologique de la démocratie libérale. Et puis bien sûr, la main de la CIA a été révélée, et tout est passé à la National Endowment for Democracy, qui était l'équivalent officiel de la CIA. Ils ont continué, mais avec un peu moins d'adresse. Mais je suis d'accord avec toi, nous devrions sortir de ce genre d'affaires. Oui, colonel, voici ce que dit l'actuel président des chefs d'état-major interarmés à propos de la Chine. Alors que l'armée chinoise prend de l'ampleur, notre objectif au sein de la force conjointe est de créer de multiples dilemmes simultanés pour tous nos adversaires à travers le monde, afin qu'ils fassent preuve de prudence et réfléchissent à 2 fois avant d'entreprendre quoi que ce soit pouvant représenter une menace pour le peuple américain. Quelle déclaration grandiose, je veux dire incroyable, qu'un président des chefs d'état-major interarmés fasse une déclaration pareille. Il est parfaitement assorti à Donald Trump, si l'on peut dire. Permettez-moi de revenir à une autre idée que j'ai évoquée dans une question précédente et qui, je pense, s'applique ici. 2 généraux, tous 2 généraux de division, et l'un d'eux était responsable des composantes de réserve, de l'ensemble du complexe de ce qu'on pourrait appeler les facteurs et unités liés à la santé. En d'autres termes, elle était responsable de chaque hôpital, de chaque cabinet dentaire, et ainsi de suite, dans les réserves de l'armée qui seraient essentielles à tout conflit majeur. Essentiel, absolument essentiel. On ne peut pas faire la guerre sans ses hôpitaux, ses infirmières, ses médecins, et ainsi de suite. Nous y sommes allés avec elle, ainsi qu'avec un autre général de division qui avait également passé 35 ans dans la réserve de l'armée. Nous nous sommes essentiellement rendus devant la commission des forces armées du Sénat, et nous parlions à une sénatrice dans son bureau,
seulement elle et sa chef de cabinet. Puis, une autre chef de cabinet, travaillant pour un autre sénateur, en a entendu parler, est venue et s'est jointe à la discussion en cours de route. Nous parlions donc à un membre de la Commission des Forces armées du Sénat de l'insuffisance des éléments essentiels de l'armée des États-Unis pour toute guerre. Les autres composantes sont bien meilleures. En fait, ils connaissent un déficit de recrutement de 45 à 50% depuis presque 15 ans dans tous les services, à l'exception des composantes de réserve du corps des marines. Elle a répondu après environ 1 heure de briefing de notre part à tous les trois. Elle a parlé de la tournée qu'elle venait de faire, d'ailleurs c'était une démocrate, avec l'armée dans toute la région du Pacifique. Ils étaient allés à Taipei, Tokyo, Séoul, Jeju-do, Manille, partout. Et elle était complètement convaincue par l'idée que nous avons la Chine encerclée, que nous avons des alliés qui font trembler la Chine dans ses bottes, que la marine des États-Unis n'a pas d'égal, même à une telle distance de son territoire, et ainsi de suite. Nous avons ensuite passé une autre demi-heure à essayer de la détromper de toute cette fumée qu'on lui avait soufflée. Nous n'avons pas été très efficaces. Nous avons demandé une nouvelle audition auprès de l'une des sous-commissions, parce que l'une d'elles se concentre vraiment sur ce genre de sujet. Nous ne l'avons pas obtenu. Nous attendons toujours l'appel. Voilà où nous en sommes, et c'est une démocrate. Donc nous sommes sur cette ligne pour affronter la Chine, et tout le monde pense que tout va pour le mieux. Ce type parlait dans le même esprit aussi, et il ne parlait pas seulement de la Chine. Il parlait de tout le monde. Et j'ai une nouvelle pour vous. Environ 60% du monde fait désormais partie de ce tout le monde. Ils nous détestent profondément. Bonne chance, Général Raising Cane. Good luck, General Raising Cane. Oui, je pense que la complaisance est la mère de la défaite et nous en souffrons gravement. Je ne crois pas que le défi posé par la Chine soit vraiment militaire. Bien sûr, si nous considérons Taïwan comme le 51e État ou quelque chose du genre, on peut défendre cette idée. Mais comme la guerre civile chinoise n'est pas terminée et qu'ils sont déterminés à la conclure, ils aimeraient le faire par la négociation. Ils se préparent à faire à Taïwan une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et c'est précisément pour cela que la déclaration de la première ministre Takaichi, selon laquelle Taïwan fait partie du périmètre de défense japonais, a suscité une réaction aussi forte de la part des Chinois. Elle sape en quelque sorte leur effort psychologique visant à amener les Taïwanais à négocier. Quoi qu'il en soit, le véritable défi est économique et technologique. Même dans le domaine militaire, nous ne sommes pas du tout en bonne posture dans cette compétition. Il y a une quantité énorme d'innovations en cours au sein de l'armée populaire de libération et plus généralement dans l'économie chinoise. Et vous savez, nous dépensons des milliers de milliards de dollars pour développer une forme d'intelligence artificielle dont personne ne sait vraiment à quoi elle servira. Pendant ce temps, les Chinois l'intègrent activement dans tous les domaines. Vous savez, d'après l'Institut australien de politique stratégique, sur les 64 catégories de technologie qu'il surveille, la Chine est en tête dans 57. Nous sommes en tête dans 5, la Corée du Sud dans 2. Cela ne laisse aucune place à l'Europe, d'ailleurs, qui se dégrade littéralement sous nos yeux. Je pense donc que ce genre de triomphalisme, de complaisance, de bravade, d'hubris, est le son de notre défaite. Si jamais nous devions entrer en guerre, ce que Dieu m'en garde, je n'espère pas. Je vais simplement ajouter un petit mot à ce sujet, Nima. Un vieil ami à moi du Policy Planning Staff du département d'État, Ivan Feigenbaum, pour qui j'ai beaucoup de respect comme Chas, parle couramment le mandarin. Les Chinois demandaient souvent, lors de nos visites, « Où avez-vous appris votre chinois ?»
et Ivan devait répondre dans les rues de Pékin quand j'avais 16 ans. Il reconnaissait que ce n'était pas du mandarin standard, mais il savait parler la langue standard. Quoi qu'il en soit, Evan a mis en place à la Fondation Carnegie une série de séances d'information, et j'ai assisté à la première hier. Un général assez compétent dirige ces séances. Je crois qu'il est général 3 étoiles à la retraite, je pense affilié à Carnegie Hart. Ces séances portent sur l'armée chinoise, et en particulier sur la relation entre la direction militaire chinoise, le Politburo et les autres structures, y compris le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai été stupéfait par la première séance. Je l'ai regardé jusqu'au bout, et le premier exposé est tellement standard sur le fait que les Chinois ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Vous savez, ils ne peuvent pas innover, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Maintenant, c'est un peu caché, c'est subtil. Cela dit essentiellement qu'il existe toutes sortes d'interstices, si l'on peut dire, dans lesquels nous pouvons nous engouffrer sur le plan militaire, parce que la relation entre le Politburo et la direction de l'armée, puis la relation entre la direction de l'armée et la base, est minée par ces problèmes dont on entend toujours parler lorsqu'on dissèque un État totalitaire. Ce que, je me permets de le dire, je ne pense plus que la Chine soit. Il y a des aspects de cela, et Chas est plus expert que moi sur ce point. Mais cela rejoint ce que je viens d'entendre de Kang. C'est absurde. Je me fiche qu'il y a un vieux dicton disant que la quantité a une qualité qui lui est propre. Nous ne battrons pas la Chine dans une guerre conventionnelle. Il n'y a aucun moyen que cela arrive. Peu importe combien de personnes imaginent des plans ou combien de présentateurs parlent de l'insuffisance de la relation entre le parti et l'armée chinoise, cela n'arrivera pas. Mais la Chine ne veut pas cela de toute façon, comme Chas le laissait entendre. Je pense que la Chine sait qu'elle nous dépasse, et c'est très bien. C'est très bien. Tu sais, nous ne les avons même pas battus en Corée, alors qu'ils n'avaient rien d'autre que, tu vois, des vêtements d'hiver, et pas même beaucoup. Et donc, non, je pense, Larry, tu viens de me rappeler, à propos du sujet de la complaisance. La maison de mes grands-parents à Walson, dans le Massachusetts, avait dans le grenier les documents d'instruction qui avaient été remis à l'un de mes oncles quand il avait rejoint l'armée de l'air américaine pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait 2 brochures que j'ai trouvées vraiment frappantes. L'une s'intitulait « Comment distinguer un Chinois d'un Japonais ?» Et apparemment, oui, les Chinois étaient les gentils et les Japonais, les méchants. Et cela se reflétait dans la forme des yeux. Si les paupières pointaient vers le bas, c'étaient les Japonais. Si elles pointaient vers le haut, c'étaient les Chinois. Ce qui était totalement absurde. Et l'autre chose, c'était, les Japonais ne peuvent pas voler à cause du pli épicantique. Vous savez, dans leurs yeux. Eh bien, Vincent volait. Eh bien, dites ça aux gens de Pearl Harbor. Vous voyez juste, nous faisons la même fichue chose. Nous sommes dans le déni du fait que, vous savez, ce que fait la Chine correspond assez bien à notre structure de force. J'espère, mon Dieu, que si nous entrons en guerre, elle restera conventionnelle. Mais tous les scénarios simulés d'une guerre entre les États-Unis et la Chine se terminent avec environ les 2/3 de notre armée de l'air et de notre marine anéantis. Et c'est pareil du côté chinois. Mais eux peuvent se reconstruire rapidement. Et nous non. Nous n'avons pas la capacité de monter en puissance que nous avions pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous supposons que nous l'avons encore. Je veux dire, il y a une présupposition tacite selon laquelle cette capacité existe toujours, mais c'est pas le cas. Colonel, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans Politico qui dit que l'administration Trump discute de l'idée de créer une alternative au G7. Il parle d'un C5 ou Corps 5,
composé des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et du Japon réunis. D'une manière ou d'une autre, il n'y a aucun pays européen, comme l'article soulignait. Qu'en pensez-vous? Vous croyez que c'est une sorte de fantasme? Je ne vois pas ça se produire. Polytech Paris. Est-ce que c'était indiqué, je ne l'ai pas lu? Est-ce que c'était précisé qui en était à l'origine? L'omsträngning Trump bröt tillräckligt till vad j'ai set. Il a le cœur som tänk. Mais ça ne précisait pas qui dans l'administration Trump. C'est en réalité un substitut au Conseil de sécurité de l'ONU qui, bien sûr, ne reflète pas la véritable constellation du pouvoir en 2025. Il représente les victoires de 1945. On peut donc dire qu'il a besoin d'être révisé. Mais c'est une idée folle. Et, vous savez, l'idée que l'Inde, la Russie et la Chine vont toutes s'asseoir avec nous et le Japon pour diriger le monde comme Franklin Roosevelt l'avait demandé au Conseil de sécurité. Mais ça n'arrivera pas. Si cela doit se produire d'une manière ou d'une autre, ce sera dans l'autre sens. Nous allons devoir nous retirer. Eh bien, encore une fois, Pete Hegseth parle du G2, qui, comme vous le savez, était une idée de Brzezinski qui n'a jamais eu la moindre validité dès le départ. Un condominium mondial entre les deux capitales qui dirigerait le monde. D'accord. Eh bien, du point de vue de Brzezinski, l'élément clé était que cela omettait la Russie. Monsieur l'ambassadeur, nous avons eu le sommet à Doha, au Qatar, et tous ces pays de la région se sont réunis pour parler et échanger entre eux. L'un des panels était, je ne sais pas si vous l'avez vu, une discussion entre Trita Parsi et l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, ancien vice-président et actuel conseiller du président iranien, à propos de la politique de l'Iran face à ce qui se passe entre Israël et Gaza et dans l'ensemble du monde arabe. Voici ce qu'a déclaré Javad Zarif. Here is what Jawad Zarif said. Pas un seul coup de feu n'a été tiré au cours des 45 dernières années par l'un de nos soi-disant mandataires pour faire avancer nos intérêts. Ils se battent pour leurs propres intérêts, et c'est nous qui payons. L'Iran a payé, et nous éprouvons du ressentiment envers nos amis arabes parce que nous avons soutenu la cause arabe plus que les Arabes eux-mêmes. Et pourtant, c'est nous qu'on accuse. Nous avons soutenu la Palestine plus que n'importe quel pays arabe n'a soutenu la Palestine. Pourquoi devrions-nous être tenus pour responsables des problèmes causés par Israël? Oui, tu n'as pas tort. Tout comme le ministre omanais des Affaires étrangères, je crois que c'était lui, l'a dit, le problème au Moyen-Orient, c'est Israël. Oui, Ce qui était plutôt choquant, venant de l'Omanien. eh bien, ils sont généralement très discrets. Dans ce cas, il exprimait la perception commune dans la région, contrairement à nos déclarations habituelles ou à notre version alternative des faits. La source d'insécurité et d'instabilité dans la région, c'est Israël, pas l'Iran. Il a simplement dit la vérité, et pour cela, bien sûr, il a été vilipendé dans la presse occidentale. L'autre chose que j'ai trouvée fascinante, c'est que Turki al-Faisal, qui soutenait autrefois certains de ces groupes islamistes radicaux au Moyen-Orient, a déclaré que l'ennemi n'était pas l'Iran, mais Israël. Selon lui, la plus grande menace pour la stabilité de la région, c'est Israël. Et ensuite, il y a eu une autre rencontre entre l'Iran, l'Arabie saoudite et la Chine. Qu'est-ce que cela signifie pour la région, monsieur l'ambassadeur? Comment voyez-vous l'ensemble de la région après ce sommet, ou à travers les discussions qui s'y sont tenues?
Je pense que Turquie a toujours été très claire sur le danger que représente Israël pour le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est aussi un pragmatique et il a inauguré un dialogue clandestin avec les forces de sécurité israéliennes. Il a également, comme vous l'avez indiqué, été, tout comme la famille royale d'Arabie Saoudite auparavant, très anti-perse. Et il a soutenu le groupe dissident iranien, qui constitue en quelque sorte un instrument de pression occidentale sur l'Iran, associé à Israël. Il a donc fait cause commune avec Israël, là où leurs intérêts semblaient se recouper. Mais je pense que le point essentiel ici est que les Irakiens, les Omanais et enfin les Chinois ont organisé un rapprochement entre les Arabes du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ce rapprochement a pris son propre élan. Il n'a pas disparu. Certains pensaient qu'il serait éphémère. Il ne l'a pas été. Et pourquoi? Précisément pour la raison évoquée par le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Tout le monde dans la région reconnaît qu'il faut équilibrer et contrer les efforts israéliens d'hégémonie. Israël a atteint une hégémonie militaire au Levant. Et le point soulevé par Javed Saif, selon lequel l'Iran soutient davantage la résistance à Israël que ne l'ont fait les Arabes, est tout à fait juste. Mais ces éléments de résistance sont désormais marginalisés et considérablement affaiblis, tandis qu'Israël agit sans retenue avec notre soutien. Cela produit donc naturellement une contre-coalition entre les Arabes du Golfe et l'Iran, et celle-ci est en train de se développer. Ainsi, lorsque vous voyez cette rencontre entre l'Iran, la Chine, le Golfe et l'Arabie Saoudite, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de réduire la dépendance envers les États-Unis, laquelle conduit inévitablement à une déférence envers Israël, ce qui est assez dangereux pour ces pays. Oui. Karl, l'autre point dont Javad Zarif parlait, on lui a demandé si la résistance existait à cause de l'Iran, à cause du soutien venant de l'Iran, et il a répondu non. La résistance ne dépend pas de cela. Même si l'Iran ne la soutenait pas, elle serait toujours là, toujours en train de se battre. Et c'est ça la réalité de la résistance, à mon avis. Penses-tu que si demain, supposons, puisque l'état d'esprit en Israël est que s'il procède à un changement de régime en Iran, toute la question de la Palestine et du Liban disparaîtrait soudainement? Est-ce vraiment le cas? Non. Tout d'abord, parce qu'ils ne vont pas être capables de faire cela. Et je reste très inquiet à propos de cette affaire à Rafah et ailleurs. Ce désordre va s'étendre jusqu'à la frappe rapide que Netanyahou veut mener à l'égard de l'Iran. Et toi comme moi, savons qu'il va se faire remettre à sa place. Mais laisse-moi revenir un instant en arrière. Ce n'est pas une dispute, c'est une divergence de point de vue que Steve Walt, John Mearsheimer et moi avons sur la question d'Israël. Je ne remets pas en cause ce qu'ils ont dit ou écrit en termes généraux, mais je pense qu'ils vont trop loin. Je crois que Lindsey Graham a exprimé à la tribune du Sénat exactement quelle est la position des États-Unis. Je ne pense pas forcément qu'il ait voulu le faire, mais il l'a fait. Et il a dit, et je cite presque mot pour mot, « Écoutez les gens, si Israël ne faisait pas cela, nous devrions le faire. Préféreriez-vous que ce soit nous qui le fassions ?» Fin de citation. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas Israël qui entraîne les États-Unis dans la mêlée. Ce sont les États-Unis qui se servent d'Israël. Et ce commentaire du ministre omanais des Affaires étrangères aurait dû se terminer par, entre parenthèses, soutenu par les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui provoquent le désordre là-bas, pour les Émirats, pour le Koweït, pour le Qatar, pour quiconque vous voudrez nommer dans le monde arabe ou en Asie du Sud-Ouest. Ce sont les États-Unis qui font cela. En utilisant Israël, Israël est notre chien d'attaque au Levant. Point final. À moins de comprendre cela, et à moins d'être prêt à l'accepter, et les Arabes n'ont jamais été prêts à l'accepter, même aujourd'hui, je dirais ceci. Lors d'un déjeuner une fois,
Je parlais à travers la table avec un type du Washington Post. Je ne me souviens plus de son nom maintenant. Je n'ai jamais pensé qu'il était très bon de toute façon, un éditorialiste. Il y avait aussi Turki Al-Faisal. Au fil de la conversation, et tandis que David Martin, David quelque chose comme ça, faisait des commentaires entre nous, j'ai réalisé que peut-être Turki, ayant été à la tête du renseignement pendant si longtemps, comprenait le point que je soulevais, mais qu'il ne voulait pas le reconnaître à table. Les États-Unis sont le problème. Nous sommes le problème. Nous sommes le problème en ce moment, avec cet accord de paix répréhensible approuvé par l'ONU à Gaza, qui n'est rien d'autre qu'un « et ». Unissons-nous à quelques puissances coloniales, dominons-les, tuons-les tous et aidons Israël. Avez-vous remarqué les chiffres des victimes qui arrivent chaque jour? Israël continue. Oui, c'est inadmissible. Mais nous sommes le problème. Et tant que les gens ne le reconnaîtront pas, ne l'admettront pas et n'y feront pas face, cela jouera contre nous et finira par nous nuire quand ils le feront. Et franchement, je serai tout à fait d'accord. Les problèmes vont persister. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi, Larry. Mais il est certain que nous sommes passés du rôle de facilitateur des déchaînements israéliens dans la région à celui de partenaire à part entière. Et je sais qu'il y a un article très intéressant écrit par Josh Paul qui a eu le courage moral de démissionner du département d'État plutôt que d'approuver la livraison d'armes pour le génocide d'Israël. Il soutient que notre engagement envers ce qu'on appelle l'avantage militaire qualitatif prive essentiellement Israël de toute incitation à faire autre chose que suivre notre volonté, et à le faire en prenant d'énormes risques pour lui-même et pour nous, convaincu que quoi qu'il arrive, il s'en sortira vainqueur parce que nous l'y aiderons. Alors peut-être, je veux dire, je ne pense pas qu'il faille adhérer à la thèse selon laquelle tout cela relève d'une politique délibérée de notre part, la thèse de Lindsey Graham, pour comprendre que le problème, c'est nous. Et il faut que nous affrontions cela, s'il doit un jour y avoir une quelconque paix, que ce soit pour Israël, les Palestiniens ou quiconque au Moyen-Orient. Permettez-moi de préciser que je n'applique pas cela à Donald Trump, ni à de nombreux membres de son cabinet. Mais je l'applique à beaucoup de personnes dans l'ombre, derrière les rideaux, que nous appelons l'État profond. Oui, non, je suis d'accord. C'est une façon de penser, c'est sûr. Ambassadeur, permettez-moi d'introduire un peu d'Europe dans la discussion. Nous avons eu la chef du Parti conservateur au Royaume-Uni, Kemi Badenoch, elle est d'origine afro-britannique, qui a déclaré que ce que font l'Ukraine et Israël, c'est le sale boulot. Et nous avons eu le chancelier allemand, pendant la guerre entre l'Iran et Israël, affirmant qu'Israël fait notre sale boulot. Quel est donc cet état d'esprit chez les Européens? C'est la chrétienté contre l'islam, l'aube de l'islam. C'est un préjugé contre les Arabes, c'est de l'islamophobie, c'est de la russophobie. Vous savez, c'est simplement une réaction émotionnelle, essentiellement un parti pris, un préjugé irrationnel. Donc vous savez, l'Europe est très islamophobe. Elle ne veut pas laisser la Turquie entrer dans l'Union européenne parce qu'elle est musulmane. Elle souhaiterait que le Kosovo ne soit pas musulman. Et il y a là un biais historique. J'ai longtemps pensé que les États-Unis étaient exempts de cela. Après tout, les Américains n'ont pas participé aux croisades. Nous n'étions même pas la composante européenne de notre population. Nous ne participions même pas aux affaires mondiales à cette époque. Mais j'ai appris à mes dépens que nous sommes également vulnérables à l'islamophobie, à la russophobie et à d'autres phobies, y compris la xénophobie. Et cela, bien sûr, en revenant encore une fois au document sur la stratégie de sécurité nationale, constitue l'un des principaux axes. Soutenir les personnes qui ne nous ressemblent pas en les maintenant à l'écart.
Nous entendons désormais presque quotidiennement des propos ouvertement racistes de la part du président à propos des Somaliens et d'autres. Donc je ne pense pas qu'il faille chercher bien loin pour trouver des préjugés raciaux et religieux européens. Ils sont très présents au premier plan. Oui. Carl, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je pensais simplement à quelque chose que j'ai lu et dont j'ai parlé dans l'émission du juge Napolitano pendant 1 minute ou 2. Il y a un article brillant, j'ai oublié l'auteur. Je ne devrais pas, mais je deviens trop vieux pour me souvenir des noms. Il traite de la Staatsräson en Allemagne et de la façon dont la répugnance morale, la rectitude morale, appelez-la comme vous voulez, légitimement engendrée par ce qu'ils ont fait pendant la guerre, s'est transformée en ce que nous appellerions la raison d'État, ce que les Allemands appellent Staatsräson, les raisons d'État. Et maintenant, c'est, vous savez, sacro-saint en Allemagne. Ils ne peuvent pas s'en écarter. C'est pourquoi on les voit soutenir Israël, quoi qu'Israël fasse. Et j'ai assimilé cela, comme Chas vient de le mentionner, à la russophobie dans ce pays. Nous avons fait cela. Nous avons fait de la russophobie une raison d'être. Vous savez, nous détestons les Russes. Nous n'arrivons à rien, enfin Trump est la seule exception à cela. Et c'est un escroc, il cherche de l'argent. Il se souvient de cette rencontre avec Sergei Lavrov à Riyad, où Lavrov a rappelé à Trump et à Marco Rubio que 3 milliards de dollars étaient partis en fumée à cause de notre politique envers l'Ukraine. C'est l'aspect positif de Trump, si l'on veut, dans cette affaire. Mais je pense que nous avons fait cela, tout comme les Allemands l'ont fait avec l'Holocauste. Nous l'avons fait avec la russophobie, ce qui me sidère, car j'étais là avec Shevardnadze, Gorbatchev, Kohl, Duran, Major et Powell. Tous étaient d'accord pour dire que nous voulions intégrer la Russie à l'Europe. Vous voyez, comment en est-on arrivé là? Incroyable. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur et colonel Wilkerson, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Continuez votre excellent travail. Merci. Dis à Larry Johnson que j'aime l'ambassadeur. J'aime aussi Larry Johnson. Oui, moi aussi, moi aussi. Au revoir.